Bonsoir. Bonsoir la Maison de la Poésie, bonsoir Peter. Dominique qui va faire la traduction de mes questions dans l'oreille de Peter et qui va traduire les réponses. Donc vous savez tous à qui on a affaire. Donc Peter, je crois que c'est pas la peine de le présenter, juste dire qu'il a été le bassiste de Joy Division et de New Order, qu'il a quitté New Order en fin 2006, début 2007, et que depuis 2010, il rejoue avec son groupe Peter Hook and the Light les morceaux de Joy Division et New Order, et que notamment le 28 octobre, le vendredi 28 octobre, il jouera au Trianon, donc Substance de Joy Division et Substance de New Order. Donc Peter est là pour parler de son dernier bouquin. Il faut savoir que depuis justement 2010, il a écrit 3 livres, un livre sur l'Hacienda, le club que Factory Records et New Order avaient monté à Manchester, un livre sur Joy Division et le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Substance, qui est très lourd. Substance, New Order vu de l'intérieur, donc 752 pages sur la vie au sein de New Order avec beaucoup d'anecdotes. Donc notamment, ça commence par le décès d'Ian Curtis et ça se termine par le décès de Tony Wilson. Et au long de 750 pages, toutes ces histoires que vous avez vécues, mais ce que l'on ne sait pas forcément, c'est qu'au départ, la première version du livre devait faire 1200 pages. Donc, Peter, quels sont les passages que vous avez dû couper ? The ones where the lawyers went. Ceux où les avocats ont fait. So that was easy. Donc ça, c'était facile. Yeah, the biggest casualty of the edit was Monaco and Revenge, funnily enough, because the publisher lied to me. They said that when they did the paperback, I could put the extra 100,000 words in, and when they got to the paperback, they didn't put it in. That's terrible. Monaco and Revenge, which was the first. I didn't actually leave New Order. We split. So the first time we split was when I went to do Revenge and Monaco. So there were many, many anecdotes and stories about that. And somehow, because the story was about New Order, it seemed not quite right to dwell too much on it. So it has a part, but a lot of the main stories were taken out. Alors, à part ce que les avocats n'ont absolument pas voulu qu'on laisse, la grosse victime des ciseaux de l'éditeur, ça a été toute la partie sur Monaco et The Revenge. Parce qu'il faut bien comprendre que je n'ai pas quitté New Order. Nous nous sommes séparés à plusieurs reprises d'ailleurs. Et la première fois, c'est donc là que j'ai été enregistré Revenge. Et à ce moment-là, finalement, je me suis fait avoir par l'éditeur qui m'avait dit que quand la version de poche, en livre de poche, paraîtrait, on remettrait tout ce qui concernait Monaco et The Revenge, et puis en réalité, il ne l'a pas fait. Bon, puisque c'était un livre sur New Order, après tout, c'était peut-être pas le centre du thème qu'on devait développer, donc j'ai laissé faire. Il y a j'en parle un petit peu, mais bon, la plupart de ce qui était dit a disparu. Oui, de la même façon, tu parles pas beaucoup de ton travail de producteur dans le livre, donc on voit bien pourquoi c'était vraiment la question centrale du livre, c'était New Order. Mais est-ce qu'on peut imaginer un 4e livre qui pourrait s'appeler New Order Outside, par exemple ? Yeah, that's an interesting title. Titre intéressant. Escape from Alcatraz. Évasion d'Alcatraz, ça pourrait être un titre alternatif. The sad thing with all my books, as Michel Duval, my old friend, just reminded me, is that they all have an unhappy ending. Ce qui est triste de tous mes livres, c'est mon ami Michel Duval qui vient de me le rappeler, c'est qu'ils ont tous une fin extrêmement triste. So it would be wonderful to write one with a happy ending. Ça serait génial de pouvoir en écrire un qui ait une fin heureuse. So I'll have to work on that.
Il va falloir I mean, que I'm very il va falloir que j'y happy. travaille. Moi, je suis très heureux. Yeah, very happy now. So I suppose it's just, yeah, it's weird. You know, writing a book is like the same struggle that you have writing an LP, because you start both with nothing. You know, you have to literally carve them out of your experience, of your memory. You have to create it. And it does become addictive. And I do have an addictive personality, sadly. Oui, le fait est qu'écrire un livre, c'est exactement comme de faire un album. C'est-à-dire que dans les deux cas, on part d'absolument rien. Il faut littéralement aller chercher à sculpter la chose à partir de son expérience, à partir de ses souvenirs. Et c'est un boulot formidablement addictif. Et moi, j'ai une personnalité addictive. Alors. Yeah, so I'm already thinking about what to write about next. The thought that struck me was that after the atrocity in Manchester, the way that Manchester held such a special place in people's hearts through its music, and I think that has given me the idea to maybe for a musician to talk about Manchester's music through the ages. So I think that I'm thinking about that one. Alors, j'essaie de réfléchir à ce dont je pourrais parler. Et après les atrocités qui se sont produites à Manchester récemment, et quand on pense aussi à la place que la musique a dans l'histoire de Manchester, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal qu'un musicien écrive sur la musique à Manchester au travers des âges. Donc je suis en train de réfléchir à un truc autour de ça. Yeah, so I will be concentrating on the very technical aspect and the importance of the music, and then I'll throw a load of stories about sex and drugs in. Et donc je vais parler de l'affaire technique, n'est-ce pas, de la musique telle qu'elle s'est déroulée à Manchester, puis après je rajouterai des anecdotes avec du sexe et de la drogue. Pas de problème. Je pense que ce sera encore un très gros livre. Yes, thanks to the Happy Mondays. Probably, yes. It's you did scare me. He came over to interview me in Manchester, and when I saw him before, he said to me, "I bumped into Bez the next day, and he still had the same clothes on he had the night before, and that is very Bez." Yeah. Oui, sans doute, grâce au Happy Mondays. Et puis, il est vrai que lui, là, Alexandre, est venu me voir à Manchester. Il est venu m'interviewer. Et il me dit, par hasard, je suis tombée sur Bez. Et il était habillé exactement de la même manière que 2 jours plus tôt. Effectivement, ça, c'est très Bez. Donc, pour revenir à ces anecdotes, est-ce que ce livre, c'était ta réponse au livre Chapter and Verse de Barney? Parce qu'on t'avait vu en photo lorsque le livre est sorti. Ou est-ce que le livre était déjà prévu et écrit avant la sortie du livre de Barney? The idea to do the book, which I knew would be the most difficult because it held the most inflammatory information, shall we say. And I was worried about blowing the myth. You know, the myth of life is very important. You don't want to destroy people's ideas or dreams and hopes and how they consider things to have happened. The chapter and verse, I just thought was a bad book. Honestly, I mean, I'm being truthful because I read a lot of rock biographies because for me it's my homework is to read about it, and there I know that we all made the same mistakes. I'm reading Bruce Springsteen at the moment. The last one I read was Steve Jones from the Sex Pistols. The one before that was Billy Idol's. That was shit. The one before that was Fleetwood Mac's drummer. So I read them a lot. When I read Bernard's, I was quite shocked actually because he'd got, in my opinion,
And I've said this before, and I said this in the interview that I did for Rolling Stone. But that was cut. Yeah. That, I know. That he got so many things wrong. And I thought the biggest thing that he did wrong was he downplayed New Order and also downplayed his talents. He didn't speak about his talents. You know, he spent most of the book saying what a bastard I was. And I was very flattered. You know. Oui, alors quand écrire ce livre, ça a été une vraie question, parce que je savais que ce serait celui qui apporterait le plus de controverses, que ce serait celui qui aurait des informations les plus incendiaires, et donc c'était quand même quelque chose. Mais quand Chapter and Verse est sorti, si vous voulez mon opinion, c'est juste un mauvais livre, quoi. Et je l'ai dit et je le redis, c'était juste un mauvais livre. Alors lire des biographies de rockstars, ça, c'est mon pain quotidien. Et j'en lis beaucoup. Je viens de finir celle de Bruce Springsteen. Avant, j'avais lu Someone Before Billy Idol, Stephen Jones, des Sex Pistols, puis Billy Idol. Et ça, c'était absolument nul. Before Billy Idol, et le batteur de Fleetwood Mac. Donc j'ai l'habitude de lire ça. Et juste, son bouquin était super mauvais. Il était super mauvais parce que j'ai trouvé en particulier qu'il parlait pas assez, il parlait bien trop peu et il disait pas assez de bien du groupe, ni d'ailleurs de son propre talent. Il était incapable de parler de son propre talent. Finalement, la seule chose qu'il y a dans ce bouquin, c'est qu'il explique à quel point je suis un trou du cul. C'est un petit peu léger, moi j'étais flattée, mais enfin à part ça, ça fait pas un livre. When I read the biographies, I'm always annoyed and frustrated by the lack of detail. Like Bruce Springsteen at the moment is talking about a song that he wrote. And I'd love to know what inspired the song, how the title came about, how he did the lyrics, what are the lyrics about, how did he record it, what equipment did he use, and, you know, things like that. And then people never do. And I'm like, So this book is the book that I would love to read. That's all. Et quand je lis ces biographies, je suis toujours terriblement frustrée parce que je trouve qu'ils ne donnent pas de détails, ils n'expliquent pas les choses. Par exemple, je suis en train de lire celle donc de Bruce Springsteen, et il est en train de parler d'une chanson, mais moi je voudrais savoir comment on est arrivé à cette chanson, pourquoi elle porte ce titre, comment il a écrit les paroles, qu'est-ce qu'elles signifient les paroles, à qui elles s'adressent, quel équipement et quels instruments il a utilisés quand il les a enregistrés, etc. Tous ces détails-là, ils n'en parlent pas. Alors moi, ça m'agace. Et donc, dans ce livre, eh ben, j'ai écrit ce que je voudrais pouvoir lire dans les biographies des autres. It's a history of New Order, complete, right through the 31 years before I was ejected unceremoniously from the group. And the interesting thing is that the struggle is the only way I can say to put it that I have with the others for these last 6 years has made me feel that New Order was awful shit. What a horrible time that I'd had because of the way the relationship broke. As I'm sure some of us, most of us, have been through a bad relationship. When it ends, you only focus on the bad. You never think about the good. Doing the book actually showed me how much we managed to achieve as a group. We started, again, with nothing, after the death of Ian. And we fought very hard, and it was very difficult to get the group back together again in a new way. On that way, we managed to invent a new form of music using brand new technology that had literally just been invented. And we started in May 1980, and we finished for the first time with the England World Cup song in 1990. So New Order were very much a product of the whole of the 80s. And by 1990, we were a hugely, hugely commercial, successful group. And I was like, wow, you know, you might have difficulties now,
But that was a hell of an achievement, I felt. Alors ce livre, c'est une histoire complète de New Order, des 31 ans pendant lesquels New Order a existé avant qu'on m'en éjecte sans cérémonie. Vous savez comment c'est, vous avez sûrement de tous vécu une relation qui se termine mal. Et ces 6 dernières années de lutte, il n'y a pas d'autre mot, que j'ai avec les autres membres du groupe, ont finalement complètement noirci toute la vision que j'avais au départ de New Order. Vous savez comment c'est, quand ça finit mal, on ne se souvient que de ce qu'il y a qui n'allait pas, et on ne se souvient absolument plus des bons moments. Et le fait d'écrire ce livre m'a permis de me rendre compte de tout ce qu'on avait quand même réussi à faire. On a commencé à la mort de Ian Curtis, donc en mai 1980, et la première partie, c'est-à-dire avant notre première séparation, nous a amenés à la Coupe du Monde de 1990. Et on a été littéralement portés par toute cette décennie des années 80. On a quand même inventé un nouveau genre de musique en utilisant les techniques de pointe qui n'étaient absolument pas utilisées avant. Et quand je m'arrête et que je regarde ça, je me dis « Waouh, quand même, on a réussi un truc assez phénoménal ». That mixture that we used of rock and dance is now more or less the template for most modern music. So I'm very proud that we did that. The interesting thing is that whilst we fell for every rock cliche, drug, etc., in the world, very willingly I might add, I wanted to show how hard we worked and how hard it was to achieve what we did with the equipment that we were using. And that's why I went to great detail to detail, again, the word, the recording processes with True Faith, also the equipment that we used with its drawbacks, because it was really, really hard work. Bernard and Stephen in particular really threw themselves into what most of the time was a very frustrating and annoying task, which was to make this brand new equipment that we had, the sequencers and the keyboards, mate. I was the dinosaur, bringing it back, going, can't we just play? Like Joy Division. And it was I suppose, the stubbornness of the three of us that created what we did. But, yeah, I mean, I think I've captured how daft and normal and stupid we are, but again, how diligent and hardworking and ambitious in a way. The great thing about being a punk is that when we started, we were all about changing the world. The world's a big place. It took me a long time to realise I couldn't really change it. It's a bit like an ant kicking an elephant. So it was just a way of celebrating the stubbornness and the awkwardness of youth, the stupidity that is wonderful about being young, thinking you can change the world. It's the only time in your life that you can actually celebrate that, and we celebrated it and we worked along and we were very awkward and very difficult with our record companies, with our audiences, and it was fantastic. We had some great riots. I missed them. We had some great riots in Paris. Starting off with, I've lost the beginning. I know you're enjoying it. C'est tellement chouette qu'effectivement j'ai oublié le début de ce qui a été dit. Bon, si. Finalement, on a fait une musique qui était un mélange de rock et de dance. Et ce mélange-là, c'est devenu maintenant le modèle pour la musique d'aujourd'hui. Et j'ai voulu raconter comment c'était le sale boulot que faisaient surtout Stephen et Bernard, qui était d'essayer d'utiliser cet équipement. C'est pour ça que je rentre tellement dans le détail de l'équipement qu'on a et des instruments qu'on a utilisés, du matériel qu'on a pu utiliser à cette époque. Donc eux deux, ils essayaient de travailler avec ce nouveau matériel qu'on avait, les séquenceurs, et comment les unir
d'unir avec le clavier. Tout ça était un travail qui était finalement assez futuriste et qui était assez compliqué. Et c'était là qu'ils étaient obstinément en train de travailler à ça. Et moi, j'étais le dinosaure derrière, avec ma guitare, qui disait bon, on ne pourrait pas juste jouer comme on faisait dans Joy Division. Et je crois que finalement, c'est cette espèce de testardise de nous trois qui fait qu'on a eu qu'on a sorti cette musique. Et finalement, ça, je crois que ça célèbre à la fois la bêtise, cette bêtise absolument géniale de la jeunesse, qui s'imagine qu'on va changer le monde. Moi, je voulais changer le monde, et ça m'a pris un temps fou de me rendre compte que le monde, c'était très grand et que j'y arrivais certainement pas. J'étais un petit peu comme une fourmi qui essayerait de donner un coup de pied à un éléphant. Mais bon, on essayait de changer le monde. Et c'est cette bêtise-là, cette stupidité de la jeunesse, cette belle stupidité de la jeunesse, ce seul moment dans la vie où on est comme ça, où on veut changer le monde, qui est finalement célébré par cette musique et dont j'ai voulu rendre compte dans le livre. No, I was just gonna say that along the way, we met fantastic people that helped us, that believed in our awkwardness and our refusing to play the game, like leaving all the singles off the LPs. Really impressed Quincy Jones, and Quincy Jones signed us to his label in 1983-84. And it was things like that. We had enormous bad luck, but we also had enormous good luck. And we were in the right place at the right time, mainly thanks to the Hacienda, the club in Manchester. You know, when you went through post-punk, you went through Acid House, you went through Manchester. New Order, because of the Hacienda, were very much involved with it and with bringing it to the world as well. You know, I mean, amazingly, it took the Hacienda to take Acid House back to America before it was a success. Yet it came from America. But yeah, we were lucky and unlucky too. Il faut dire que quand même, pendant toute cette décennie, on a aussi rencontré des gens absolument formidables qui nous ont aidés. Je pense par exemple à des gens comme Quincy Jones, et qui ont compris cette espèce de maladresse et la façon dont on ne voulait pas jouer le jeu. La façon par exemple dont systématiquement on excluait les singles des albums. Par exemple, ça l'a impressionné. Et c'est comme ça qu'en 83-84, il nous a signé dans son label. Donc on a eu énormément de manque de chance, énormément de manque de bol, mais on a eu aussi beaucoup de chance par moment. Et on est arrivé exactement là où il fallait au bon moment. Et je dois dire qu'une grande partie de ça est liée au club Hacienda qui était à Manchester, puisque on a vécu à cette époque au travers de Acid House d'abord, puis Manchester. Et c'est quand même incroyable de penser que c'est ce club Hacienda qui a fait connaître littéralement Acid House aux États-Unis, alors que ça vient des États-Unis quand même. Et on a vécu toute cette époque en étant juste là où il fallait, pile au bon moment. I must just say one thing. The interesting thing about Quincy Jones was when we signed to his label, he was, I think it's great the way you guys don't put the single on the album, and then as soon as we went home, the first thing he did was put the single on the album. Quincy Jones, je voulais juste dire une anecdote, il nous a dit à quel point il trouvait ça génial qu'on ne mette pas de single sur l'album, et évidemment, dès qu'il nous a eu signé, et dès qu'on a eu tourné le dos, il a immédiatement mis un single sur l'album, et bien sûr. A lovely man. C'est un type formidable. Donc, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, vous pouvez donc vous rendre compte qu'il est vraiment farci d'anecdotes. Et donc, il y a ces fameuses notices techniques, il y a énormément d'anecdotes, et il y a même des top 10. Mais il n'y a pas de top 10 d'albums de New Order. Par contre, pour les besoins de l'interview, on a demandé à Peter de choisir 6 morceaux, donc qui vont égrener cette interview. Et la question que je voudrais lui poser au sujet de cette sélection, c'est pourquoi il n'y a pas de morceau de Movement alors que c'est le premier album de New Order et c'est celui sur lequel il chante notamment sur 2 morceaux, le morceau Dreams Never End et sur Doubts Even Here. I'm trying to pick 6 tracks from a repertoire of 300
depends very much on how you feel on the day. Écoutez, choisir So- 6 chansons sur un ensemble d'environ 300, ça dépend vraiment de l'humeur du jour où on choisit. Yeah, I mean the greatest thing about Movement was whilst I think it's a Joy Division musical album, but it has New Order vocals. By the time you get to Power, Corruption and Lies, it's very much a New Order music with New Order vocals. It was very much a bridge that we went over, but to play it live with the Light, as I did, was wonderful. And I really thought the songs, because when we used to play them as New Order, I thought the songs were great. You know, we certainly didn't put any bad songs on that album. It just had a bad vibe, because Martin Hannett, who was the producer, was very much having a drug-induced nervous breakdown. We were all grieving for Ian, very, very much so. And I must say that no one grieved for Ian more so than Martin Hannett. So the whole album was coloured with this black edge all around it that you could never actually get rid of. And basically, the songs were dropped very quickly. And I think because of that, you know, atmosphere, no pun intended. Mais je trouve que c'est un album qui est vraiment intéressant. C'est un album avec une musique Joy Division et des chansons, et du chant, la partie chantée, qui est très New Order. C'est vraiment un pont, cet album. On l'a fait à un moment où on était tous dans le chagrin absolu à cause de la mort de Ian Curtis. Et il faut dire aussi qu'il y avait comme ça une atmosphère extrêmement grise et tout ce qui tourne autour de cet album avait comme une espèce de lisière noire autour, en particulier parce que le producteur, Martin Hannett, était en train de faire de toute façon une dépression nerveuse liée à la drogue, sans compter le fait que personne n'a eu plus de chagrin, n'a eu souffert de plus le deuil de Ian Curtis que lui, Martin. Et donc à cause de ça, toute l'atmosphère, sans jeu de mots, de l'album était extrêmement noire. C'était des bonnes chansons, on n'a pas mis une seule mauvaise. Mais je dois dire que ça a été toute une expérience formidable de rechanter cet album avec The Lights, ce que j'ai fait récemment. Ça me fait revoir toutes ces chansons sous un autre angle. The music on Movement is very difficult to play. It requires the three of us to play very well together. What happened was that when we started to play live and Bernard had to sing, the music suffered because he wasn't concentrating on playing, he was concentrating on playing and singing. If anything, the great thing about the Light is that they have one more person. So there's 5-piece instead of a 4-piece. So you are able to do the music justice and the vocals too. And in that way, Movement is a very, very different album to Power, Corruption and Lies, because you've sort of moved the music round to aid, shall we say, your inadequacies. You know, you've made it fit you instead of you trying to fit to it. That makes sense. Alors, Movement est en fait un album qui est extrêmement difficile à jouer. Et à chaque fois qu'on le jouait en live, c'était un peu approximatif, c'était pas très réussi, parce que c'est un album qui demande véritablement que la musique, et les trois qui jouent la musique, jouent absolument parfaitement ensemble. Et quand on le faisait en live, Bernard était à la fois en train de jouer et de chanter, et il se concentrait sur le fait qu'il jouait en chantant et non pas sur la musique. Donc c'était jamais absolument parfait. Et un des trucs formidables de le refaire avec The Light, c'est qu'il y a une personne, voire deux de plus, voire deux musiciens de plus. Donc on peut vraiment se concentrer sur la musique. Et vraiment le passage de Movement à Power, Corruption and Lies, la grande différence, c'est qu'on a fait en sorte que la musique se colle à, je dirais, nos faiblesses, ou en tout cas à ce qu'on est, et non pas que nous, on essaye de courir après le fait de jouer la musique. I always used to think that New Order were like a table with a wonky leg.
and you're like, fucking thing. You know, you're always putting something under the leg, and it'd be okay for a minute, and then it'd go again. You're like, fucking hell. And that was the effect that losing Ian Curtis had on us. You know, it was plain to see. Oui, j'ai toujours pensé que New Order, c'était un petit peu comme une table qui a un pied qui la rend complètement branlante. Alors on est là à se dire, saloperie, comment on peut faire? On rajoute une espèce de cale, ça marche bien pendant un moment, puis après ça se remet à déconner, ça va pas du tout. Et finalement, c'était ça, New Order. La mort d'Ian Curtis a fait que tout est parti, tout est devenu branlant. Entre Movement et Power Corruption Lies, il y a quand même plusieurs singles qui sortent, dont Temptation, qui est peut-être votre premier succès commercial. Et il y a le morceau qu'on va écouter maintenant aussi, qui sort en mars 83. Voilà. Vous aurez reconnu Blue Monday, je crois. How does it feel? Est-ce qu'il y aurait une anecdote que tu n'aurais jamais, livrée, publiée sur Blue Monday? No, I think the anecdotes are in the book. I can't think of one that wasn't. There's nothing rude or disgusting that happened that needed cutting. No, I don't think so. Je crois que toutes les anecdotes sont dans le bouquin. Non, il n'y a rien de malpoli ou de dégoûtant qui se soit passé et qui ait été coupé au montage. Non, tout est dans le bouquin. Yeah, I mean, I was reminded of a nice anecdote, actually. Our engineer, Mike Johnson, contacted me last week to say he'd read an article that I'd done. And we were talking about, when we finished Blue Monday, the influences on most of our work at that time was Kraftwerk. You know, we adored Kraftwerk, and we would many times use it as a starting point for a track. You know, I think the art is in that when you finish the track, it shouldn't sound like Kraftwerk. So you use it as a beginning. People don't seem too good at that with New Order. They use New Order as a template, and then they still sound like New Order at the end. So that's one of the problems with it. Non, en réalité, c'est plutôt une anecdote sympa qui m'a été rappelée la semaine dernière, puisque notre ingénieur du son m'a
m'a téléphoné après qu'il avait lu un article que j'avais écrit, et il me rappelait à quel point à l'époque on aimait bien Kraftwerk, et comment avant de démarrer n'importe quelle chanson, on commençait par un truc qui ressemblait à Kraftwerk. Et évidemment, tout l'art du truc, c'est qu'à la fin, ça ne ressemble plus à Kraftwerk. Et je disais que New Order sert de modèle aux gens d'aujourd'hui. Le problème, c'est que bien souvent, à la fin de leur morceau, ça continue à ressembler à du New Order. It was recorded at the same time as Power, Corruption and Lies in Britannia Row, which was Pink Floyd's studio. It was a nice studio, but it was actually quite old-fashioned. It certainly wasn't the modern studio. It was still very much a 70s equipment. Il a été enregistré en même temps que Power, Corruption and Lies, et on l'a enregistré dans le studio. What's the name of the studio? Britannia Row, qui était le studio de Pink Floyd. Et c'était un endroit très bien, mais assez vieillot finalement, hein, pas du tout à la pointe pour ce qui était de l'équipement et du matériel, tout à fait années 70. So it was quite a struggle to make the studio do what we wanted it to do sonically and physically in many ways. But we triumphed, and Blue Monday was a fantastic sounding record, and I must say a great credit to our production that you can play it here and now, and it still sounds fantastic. Et ça a été vraiment une sacrée lutte, aussi bien sur le plan du son que carrément physiquement, d'obtenir du studio ce qu'on voulait, quoi. Et on a triomphé, et c'est vraiment un hommage à notre producteur qu'on puisse aujourd'hui encore l'écouter et que ça continue à être une musique quand même assez sensationnelle. What happened then was that Michael Johnson, our engineer, was contacted by Kraftwerk to do a record at Britannia Row. I think it was Tour de France, actually, funnily enough. And he was telling me that when he arrived there and set the studio up on the first day, and Kraftwerk came in, and they were stood looking round, and they were going, "You, is this where New Order recorded Blue Monday?" And he said, "Yes." And they went, "You are a liar," and stormed out. Because it was so old, they couldn't believe that you'd produced a record like Blue Monday. So again, it's a wonderful compliment to your prowess, I suppose you'd have to say. And there were many stories, like Dave Stewart out of the Eurythmics was another one that we heard. That he told us that when he'd been struggling to do this album for years, and they'd finally finished it. And they had a glass of champagne to celebrate, and then they all got a cab home. When they were driving home, Blue Monday came on the radio. Dave Stewart made the taxi driver pull over while he listened. And then when he listened to it, he turned the radio off and said, "Back to the studio. We're starting again." Donc, Michael Johnson is the name of the... Yes. Et donc notre ingé son, Michael Johnson, en fait, quand on a eu fini d'enregistrer le morceau, a été contacté par Kraftwerk, qui a demandé à venir travailler à Britannia Row, justement dans ce studio où on avait enregistré. Et donc il arrive, les gars de Kraftwerk arrivent, regardent autour d'eux et disent « Non mais c'est là que New Order a enregistré Blue Monday ?» Et ils répondent « Ben oui, c'est là ». Et ils disent « menteur !» Et ils ont tourné les talons et ils sont partis. Donc c'est dire quand même que là, il y a eu un petit peu de prouesse dans l'air quand on a enregistré l'affaire. Et puis il y a une autre anecdote, c'est donc quand Dave Stewart de Eurythmics essayait de faire un album, puis il avait fini d'enregistrer son album avec tous ses musiciens, etc. Chacun rentre chez soi en taxi, après qu'il avait fini d'enregistrer l'album. Et pendant qu'il était dans le taxi, en train de rentrer chez lui, il y a Blue Monday qui passe à la radio. Donc il fait s'arrêter le taxi, le temps d'écouter le morceau, il l'écoute jusqu'au bout, et puis il dit « Bon, on retourne au studio ». Et ils ont tout recommencé. Donc évidemment, ça, c'est un sacré hommage à ce qu'on avait fait comme musique.
Quand je t'ai interviewé à Manchester il n'y a pas longtemps, là, vous pouvez retrouver cette interview dans le dernier Magic, tu me disais que tes années favorites dans New Order, c'était vraiment les 3 ou 4 premières années. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui te fait ressentir que vous étiez si spéciaux? Quelle était la magie? Comment tu définirais la magie qu'il y avait entre vous 3, vous 4 à ce moment-là? That's an interesting question. Desperation. Qu'est-ce que c'est C'est une question intéressante. Le désespoir? Yeah, I mean, we felt very vulnerable, and Martin Hannett's demeanour really made us very shaky. So we were never able to get comfortable. It took a long time for us to get comfortable. On était extrêmement vulnérables. Il faut dire que le comportement de Martin Hannett était quelque chose qui nous déstabilisait complètement, et on a mis très très longtemps à nous sentir à peu près à l'aise. Rob Gretton, our manager, and Tony Wilson were fantastic, actually. They really believed in us, I think, when we didn't believe in ourselves. So they were there with a lot of encouragement. Not musical encouragement, but, you know, physical encouragement and mental encouragement. Il faut dire que notre manager, Rob Gretton, et puis Tony Wilson, nous ont beaucoup encouragés. Ils croyaient en nous quand nous, on n'y croyait pas encore. Alors ils nous ont énormément encouragés, pas tellement musicalement, mais physiquement et mentalement. Ils nous ont beaucoup encouragés. I mean, it was a bit crazy, really, because we started playing our new music, and everywhere we went, everyone would be shouting for Joy Division. Fuck off, play Joy Division. Fuck off, this shit. You know, it was very, very difficult time. You know, that transition. Bernard was learning to sing. We were all learning to be without Ian. It was a difficult time. Et c'était vraiment dur, parce qu'à chaque fois qu'on se produisait, on avait les colibets, foutez le camp, on veut Joy Division, arrêtez cette merde, jouez-nous du Joy Division, etc. À ce moment-là, on était tous en train d'apprendre à jouer sans Ian. Bernard était en train d'apprendre à chanter. Et ouais, enfin, c'était vraiment une période très très dure. I mean, we never referred to Joy Division, which we should have done. I think it was a mistake. So we never got any encouragement. You know, Unknown Pleasures is one of the best albums in the history of rock, which is lauded over and over again, as is Closer. But we'd sort of put them away as if we'd achieved nothing, you know, and you felt very, it's like one of them dreams, you know, where you've got no pants on. Il faut dire qu'on n'a jamais fait référence à Joy Division, et c'était probablement une erreur. Après tout, Unknown Pleasure était un des plus grands albums qui ait jamais été fait dans l'histoire du rock, et c'était probablement une erreur qu'on n'en parle pas. Mais donc c'était super dur, et c'est un peu comme dans ces rêves récurrents où on sort sans pantalon, hein, cul nu. Donc, lors de ces sessions à Britannia Row, donc, vous avez enregistré Blue Monday, mais également votre deuxième album, Power, Corruption and Lies. Et ça va être notre deuxième extrait.
Merci, je crois que tout le monde connaît très bien ce morceau également. Tu peux nous parler de ton riff de basse sur ce morceau? Yeah, it's one of the best bass riffs ever written. Even if I say so myself. Évidemment, c'est un des meilleurs qui ait jamais été écrit, même si c'est moi qui le dis. You didn't hear anything like that on Music Complete, did you? Vous avez jamais entendu un truc pareil? Music Complete, pas vrai? No, I mean it's. I don't know. My drive as a bass player is to take over the show. You know. Mon avis en tant que bassiste, c'est de diriger tout le monde, c'est que ce soit moi qui fasse le spectacle. And it was very early in our career when we were Joy Division, when Bernard said to me, "Can you just play the root note?" And I said, "No, I fucking can't actually." Et c'était très 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 tôt dans notre collaboration à Joy Division que Bernard m'a dit, mais tu peux pas jouer juste la note de base? Et je dis non, plutôt crever. So I always sort of looked at people that inspired me as a musician, and strangely enough, one of the best pairings that I'd seen in music is Mick Ronson and David Bowie. So I always sort of imagined myself to be the Mick Ronson of bass. He was definitely one of my heroes as a musician. Et il faut dire qu'en tant que musicien, évidemment, une des meilleures unités, mais un des meilleurs couples finalement qu'on peut trouver, c'est Mick Ronson et David Bowie. Et je me suis toujours imaginé que j'étais le Mick Ronson des bassistes. You know, if you have a one riff as good as that, then the song is only going to get better. You know, when you're starting with a bass line, no pun intended, as like that, you see. And, you know, the struggle then is that when you've written something like that, I mean, Joy Division had some fantastic bass lines. I was very lucky, or talented. I don't know which. My mother said lucky. You know, that to achieve what you do. And, yeah, it's weird, but it gets harder. You know, one of the best compliments I've had in years, actually, was from Michel Duval. Where are you? Michel? He's gone home. He's got me working with a French group called Les Minanes, and we've just done a new track together. We did one that was great. I believe it was a hit in France, and then we've just done another one. And he emailed me and said, "This is one of the best tracks New Order never wrote." You know, and so when you're getting that in 2017, that is great news for me. You know. Oui, alors un riff comme ça, évidemment, quand on en a un aussi extra, la chanson peut être que bien par derrière. C'est le meilleur qui ait jamais été écrit, évidemment. Et je dois dire que dans Joy Division, il y a souvent des lignes mélodiques de basse qui sont absolument formidables. Alors, c'est lié à... J'ai eu beaucoup de chance, ou beaucoup de talent. Enfin, ma mère dit que j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que c'est assez formidable. Et il faut dire quand même qu'un des compliments les plus formidables que j'ai eu, c'est mon ami Michel Duval, là, qui est quelque part dans le public, qui me l'a fait récemment. Donc, il m'a fait jouer avec un groupe français qui s'appelle Les Liminianaises. Naz, enfin, excusez-moi, bref. Il m'a envoyé un email en me disant c'est le meilleur morceau que New Order n'a jamais écrit. Alors, recevoir un mail comme ça en 2017, ça fait vraiment plaisir. I suppose one of the saddest parts of the book when I had to write it was the way that the others decided that there should be no bass on some songs. Je suppose qu'une des choses les plus tristes dans le livre, c'est quand les autres ont décidé que sur certains morceaux, il ne devait pas y avoir de basse. Alors j'ai dit, comment ?
There's no loyalty in this business. Don't ever think for one moment that there Il is. n'y a absolument pas de loyauté dans ce milieu. Ils ne croyaient pas une seule seconde. And it was, yeah, I mean, that was very difficult. But, you know, the interesting part of New Order to me was always the counterpoint that the bass had with the vocal and the equal billing, if you like. And to me, it gave the tracks a depth and a thing that allowed you to listen to them over and over again because of the way the relationship between the vocal and the lead instrument made it richer. Donc voilà, tout ça est bien un peu triste, mais enfin ce qui fait à mon avis la qualité de ce que produisait New Order, c'est qu'il y avait finalement égalité entre la voix et la basse. Et c'est finalement ce jeu et cet équilibre entre les deux qui font que c'était assez formidable quand la voix et l'instrument qui est le lead jouent à égalité, à parité. There's a saying in England that the reason drum machines were invented was so that the lead singer doesn't have to talk to the drummer anymore. Alors, on dit un truc en Angleterre, c'est que on a inventé comment on les appelle, machines à percus, machines à rythme, les boîtes à rythme, ont été inventées, c'était pour éviter que le chanteur soit obligé de s'arrêter pour parler au batteur. And of course, when the bass sequencer came along, Et à ce moment-là, bien sûr, le séquenceur de basse est arrivé. so yeah, it wasn't nice, you know. I mean, I'm sure that I don't have to tell anybody that being excluded is, without a doubt, the worst form of bullying that is known, you know, to man and woman. If you look at any playground, you know, you can see it. Sadly, groups never seem to get out of the playground. Oui, et il faut dire que bon, être exclu, c'est une des brutalités les plus épouvantables qui puissent arriver à un homme ou à une femme. Hein. Il n'y a qu'à regarder les bacs à sable et on dirait que les groupes ne sortent jamais du bac à sable. Au-delà des querelles, dans le livre, tu reconnais quand même le talent de tes anciens comparses, donc de Stephen Morris et de Barney. Tu dis même que Barney est, selon toi, un des plus grands guitaristes que tu connaisses. Yeah. I thought, I mean, Barney, for one of his faults maybe, is that he downplays himself. He downplayed himself in his book, and he downplayed himself, in my opinion, in electronic. Johnny Marr is a great guitarist, but I don't know. I mean, it's hard to. I mean, God, I gave up trying to figure out what he was thinking a long time ago. Mais oui, mais un des problèmes de Barney, c'est qu'il passe son temps à se discréditer, ou enfin à se sous-estimer. Il sous-estime son talent et il le sous-joue aussi, c'est ce qu'il a fait dans Electronic. Je veux dire, Johnny Marr est un bon guitariste, mais enfin bref, ça fait des années que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qu'il pensait. I mean, he is a fantastic musician, and I must admit that, you know, we'll never be free of each other, ever. You know, I mean, I played yesterday in Birmingham in England, a great gig, fantastic, and Barney was there with me. And they played in another festival in Chicago on Saturday, and I was with him. Somebody else is playing it, but it's still me. You know, so it's one of those strange relationships that we will be together a long time after we've died, which is weird, you know. Wow. Là, il faut dire que voilà, on sera jamais libérés l'un de l'autre. Hein. Hier, j'avais un concert à Birmingham et il était avec moi sur scène. Enfin, c'était quelqu'un d'autre qui jouait, mais c'était lui. Et la semaine dernière, à Chicago, c'était lui qui jouait et j'étais à côté. Hein. C'était un autre type qui jouait, mais c'était toujours nous deux. Et on sera encore attachés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, après notre mort pendant bien longtemps. C'est qui est extrêmement bizarre. On va écouter un autre extrait sélectionné par Hooky.
Donc c'était Leave Me Alone, donc le dernier morceau sur la phase B, donc le dernier morceau de l'album Power, Corruption and Lies, donc encore avec un riff mémorable de Peter. Et dans le livre, justement, tu racontes que les bassistes qui t'ont inspiré, c'était Jean-Jacques Burnel des Stranglers, et que malheureusement, quand tu l'as rencontré avec Joy Division, ça s'est pas hyper bien passé. Et de la même façon, l'autre bassiste qui t'a inspiré, mais de façon plus stylistique, c'était Paul Simonon des Clash, qui portait sa basse très bas, et du coup ça t'a valu d'avoir le dos complètement en miettes. Donc est-ce que tu penses que tu as choisi les bonnes idoles pour façonner ce style qui maintenant est unique? Yeah, I went to see the Stranglers play at Bingley Hall, Stafford, and I was very, very in awe of Jean-Jacques. His sound was amazing. And I actually saved up and bought exactly the same equipment that he had, which was a Vox 2x18-inch cab and a Hiwatt 100, which I used in Joy Division. It sounded fantastic, so I had him to thank for that. I went to see The Clash play at Bellevue in Manchester, another venue, and was very impressed by Paul Simonon's demeanour. And he just looked fantastic. I mean, Paul Simonon is not what you'd say the most adept bass player in the world, but my God, what a show pony. Oui, j'ai été voir les Stranglers à Stafford et j'étais absolument en admiration devant le jeu de Jean-Jacques. Je dois dire, il m'a impressionné. Et donc j'ai acheté exactement le même équipement. Vous pourriez dire ce que c'était cet équipement? Parce que moi Enfin voilà, le même. Et c'est celui qu'on utilisait sur Joy Division. Et c'était grâce à lui, finalement, qu'on a ce son. Puisque j'ai acheté exactement le même équipement. Quant à The Clash, j'ai été les voir à Manchester et ce qui m'a surtout épaté, c'était le comportement de Mark Simonon. C'est pas le meilleur bassiste du monde, mais bon sang, quel showman. The thing that impressed me about Paul Simonon was how low he played. Again, my drive made me go even lower. And at one point, I couldn't get a strap long enough to play as low as I did. They just didn't make them. And I had to tie 2 Japanese bass straps together, which gave me the perfect length, funnily enough, which was, I was able to touch the floor. I can't do it now, as much as I'd like to now. So yeah, that was the gimmick. The gimmick was to play as low as possible. And if any guitarists or bass players know here, the lower you have your guitar, the more difficult it is to play. The higher you have it, the easier it is to play. That's just a fact. So I used to have some horrendous bum notes. But style over content. It had to be. Oui, alors donc Paul Simonon, ce qui moi me fascinait, c'était à quel point il jouait bas. Et évidemment, avec l'esprit que j'ai essayé de faire encore mieux, évidemment, de jouer encore plus bas. Et à un moment, je jouais tellement bas que c'était impossible de trouver une lanière qui me permette de tenir la guitare. Il a fallu que je mette ensemble 2 lanières japonaises et ça me donnait juste la bonne longueur, curieusement. Et donc j'étais là à jouer tellement bas que je touchais par terre, ce que je ne peux plus faire maintenant, même si je voulais. Et alors il y a quand même un fait, c'est que plus on joue haut, plus c'est facile de jouer. Et plus on joue bas, plus ça devient difficile. Ce qui fait que dans les concerts, il y a eu quelques notes atrocement fausses. Mais enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir du style? It will come as no surprise that one of my most valued friends is my chiropractor. Pas besoin de vous dire, évidemment, qu'un des amis auxquels je tiens le plus, c'est mon kiné.
who has been putting me back together again since 1993. Qui depuis 1993 me remet debout régulièrement. I detail my many medical complaints in the medical top 10 in the book, and I have one arm longer than the other. Yes, I lean to one side. I don't know if it's the same thing, if one of my love handles sticks out more than the other because of the bass playing. My spine is bent, and all my discs in my neck are all furry, so they trap the nerves all the time. And amazingly enough, the only thing that cures it, because I've tried everything, I get numb arms and things, terrible back pain, is exercise. So luckily, now that I've given up drinking, I've got fuck all else to do but go to the gym. So that works out well. Bon, alors tous mes bobos, je les décris dans le bouquin. Hein, je donne mon top 10 des conditions médicales qui m'affectent. Et il faut dire que voilà, j'ai un bras, du fait de cette façon de jouer, j'ai un bras qui est plus long que l'autre, une de mes poignées d'amour qui ressort plus que l'autre, j'ai la colonne vertébrale complètement penchée, je penche moi-même d'un côté, j'ai les disques intervertébraux des cervicales qui sont tout foutus, avec les nerfs qui sont régulièrement pincés, ce qui me fait des fourmillements épouvantables dans le bras, bref, une véritable ruine. Et la seule chose, j'ai tout essayé, la seule chose qui fait de l'effet, c'est de faire de l'exercice. Alors maintenant que j'ai arrêté de boire et que j'ai strictement rien d'autre à foutre, je passe mon temps dans les centres de gym. Every time I see level 42, I realize it's worth every single moment of the pain. À chaque fois que je vois level 42, je me dis que ça vaut le coup d'avoir mal. En 85, donc après Power Cup Challenge Life, vous sortez Low Life, où c'est la seule pochette de New Order sur laquelle vous êtes en photo. Donc on dit souvent que c'est votre disque le plus personnel ou le disque préféré. Mais là non plus, tu n'as pas choisi de morceaux extraits de Low Life. Par contre, dans le livre, en 85, donc la même année, tu racontes une anecdote très alcoolisée et très cocaïnée, d'une bagarre mémorable avec John Robbie, le producteur de l'époque, et aussi avec Barney, et pour laquelle tu te rends compte que ça cloche. Est-ce que donc 85, pour toi, c'est le pic et le début de la fin, la dégringolade pour le groupe? Peter Saville, our graphic designer, has a theory about groups. He thinks that all groups begin, or as he put it, full of spunk and piss. They achieve wonderful, wonderful music, and then they learn how to do it. Once they learn how to do it, their music changes, because they're always thinking, oh, you can't do that, you can't do this. In 1985, John Roby, who was producing us, who was at that time very malevolent, he started to tell us we were doing things wrong. You're doing this wrong, you're not doing this right. And I was going, fuck off. And Barney was going, oh, what? What was that? And they were like, oh. Well, yes, meaning energy, youthful energy. Je vais traduire littéralement et après, bon. Donc, who was it that said that? Oui, Peter Saville, qui est notre graphiste, dit que les jeunes groupes sont toujours pleins de, je cite, sperme et de pisse, ce qui signifie beaucoup d'énergie. Au bout d'un moment, ils apprennent, ils savent comment faire. Et c'est à ce moment-là que leur musique change, parce qu'ils commencent à se poser des questions, ils commencent à se dire « Ah mais on ne peut pas faire ça, ah non, ça on ne peut pas le faire ». Et là,
Pour moi, c'est le début de la fin. Et il se trouve qu'en 85, John Roby, qui était épouvantablement malveillant, a commencé à nous dire « Non mais ça va pas, vous faites pas ça comme il faut ». Et moi, j'avais tendance à dire « Va te faire foutre ». Et Barney, à ce moment-là, disait « Ah oui, et quoi? Comment ?» Et bon, voilà. I mean, it's a fantastic story. C'est une histoire géniale, hein? Because it lasts so long, you know, and it's a frustration, isn't it? It's when I listened to Age of Consent, as we did then, Bernard's vocal when it came in, technically, it's bad. You know, it's a little bit out of tune, but it has a lot of passion. And I think that for his inadequacies, it is really interesting. And I think it has a magic because of that. And oui. Mais c'est une véritable frustration parce que, voilà, par exemple, là, on vient d'écouter le début de Age of Consent. Et si on écoute la voix de Barney, techniquement, c'est pas bon. C'est pas très, très juste, mais c'est plein de passion. Et c'est finalement cette faiblesse-là qui, à mon avis, crée la magie. So when he'd been shown how to do it, it changed, you know, and it was one of the things that a change that I didn't like. You know, we seem to have lost a little bit of our magic. It's like we were concentrating on things too much instead of just letting it happen. Et après, une fois qu'on lui a appris comment il fallait faire, eh ben, c'est à ce moment-là que ça a commencé à moi à beaucoup, beaucoup moins me plaire. C'était comme si on avait perdu cette magie, comme si on se concentrait beaucoup trop au lieu de faire les choses. The interesting thing, I mean, it is taste, you know, and I think part of the problem with groups is that the very chemistry that makes the music happen is invariably the very chemistry that will make you fight, make you fall out when you're tired, when you're fighting over some girl in Ipanema, when you're, you know, full of drugs in Las Vegas, or, you know, it's that same chemistry that will destroy you eventually. And the longer you're together, as we all know in relationships, any kind of business relationship, any kind of loving relationship, people do change. You know, not just them, you as well. And sometimes they go together and sometimes they go apart, you know. And what it was my co-author, Andrew Holmes, God bless him, he described it as nails in the coffin. And every time I was telling him this fact, because he wasn't a New Order fan, he'd go, there's another nail in the coffin. Mais vous savez, c'est vrai dans un groupe de musiciens, comme c'est vrai de toutes les relations, que ce soit des relations d'affaires ou des relations d'amour. Ce qui fait, par exemple, qu'un groupe a de la magie, c'est l'alchimie qu'il y a entre les gens. Et c'est cette même alchimie, invariablement, qui, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, vous amènera à vous friter et à vous bagarrer pour une fille à Ipanema, pour de la drogue à Las Vegas, allez savoir. Mais qui, au final, fera que vous vous sépareriez. Et dans une relation, c'est un peu la même chose. Les gens changent, pas seulement les autres, mais soi-même, on change. Et alors, parfois, eh bien, on reste ensemble ou on se rapproche, et parfois, on diverge. And groups are all about compromise. The only way that any group of people doing anything, if they want to move forward, is to compromise. You have to take other people's feelings into account. And towards the end of New Order, I did feel that compromise was something that I was expected to do. You're the one that compromises, aren't you? You know, but I mean, nobody's right or wrong. You know, I'm not right. He's not right. He's not wrong. I'm not wrong. It's just what happens, you know. And the thing is that one of the things I was conscious about in the book is that the people who care and know very little about this are you lot, you know. Does it make our music sound better knowing that me and him were always at each other's throats? No. It's interesting,
in a way because, you know, you like the group. But ultimately, you want the music without the angst of the group because you've probably got enough angst of your own at home. J'ai oublié tout à l'heure de dire quelque chose qui était intéressant, c'est que le co-auteur trouvait à chaque fois qu'il y avait une anecdote qui racontait comment l'alchimie était en train de détruire une partie du groupe, il disait ça fait un clou de plus dans le cercueil. Voilà, donc ça c'était pour la réplique précédente. Et maintenant, simplement, voilà, si un groupe doit vivre, quelques groupes de gens dont il s'agit, ce n'est pas forcément uniquement un groupe de musiciens, alors il faut qu'il y ait des compromis, c'est la seule manière d'avancer, qu'on prenne en compte les sentiments les uns des autres. Simplement, vers la fin de New Order, moi, j'avais le sentiment que le compromis, eh ben, c'était moi qui devais le faire, et moi seul, qu'on l'attendait de moi. C'est toi, hein, qui va aller vers le compromis. Alors bon, en même temps, on ne peut pas dire que c'est moi qui ai raison, c'est lui qui avait tort, c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. C'était comme ça, c'est un fait. Alors maintenant, est-ce que les gens qui ne sont pas au courant du fait qu'on passait notre temps à la gorge l'un de l'autre, est-ce que ça rend la musique meilleure? Est-ce que c'est véritablement utile pour vous, par exemple, qui connaissez pas forcément, qui aimez la musique, mais qui ne connaissez pas forcément les détails? Est-ce que c'est très très utile? Bon, c'est pas inintéressant, mais au final, c'est quand même la musique qui parle. On va écouter un extrait de l'album Brotherhood qui sort en 86 et qui est un peu la synthèse des compromis, mais surtout du son de New Order, donc avec une face électronique, enfin une face rock et une face plus électronique. Et on va écouter un court extrait, s'il vous plaît. Oh. Donc là aussi, tu as choisi deux morceaux extraits de Brotherhood, donc Way of Life et un autre qu'on écoutera juste après. Mais moi, ce que je voulais te demander, c'est ça, c'est que tu parlais de compromis. Ce qu'on voit dans le livre, c'est que vous n'étiez jamais ensemble vraiment. Tu ne relates aucune scène de joie avec les autres membres du groupe. Donc est-ce que tu ne te souviens plus de ces scènes-là ou est-ce qu'elles n'ont jamais existé? No, I mean, for the most part, we were together, and it was okay. Bernard on Brotherhood came up with the idea that because he liked to lie in bed all day, he should maybe work through the night, and we should work through the day. And then Mike Johnson said, "Well, when am I going to sleep?" Non, bon, on était la plupart du temps ensemble, mais enfin, il est vrai que sur cet album, Barney, comme il aimait bien passer son temps à passer toute la journée au lit, a eu l'idée de se dire, bon, ben, je vais jouer pendant la nuit, et puis vous aurez qu'à jouer pendant le jour. Et Mike Johnson a dit, et moi, je dors quand? So, again, it was just a long process. We actually had quite a good time doing Brotherhood. What happened was that the divide was between the rock tracks and the keyboard tracks. So normally you would sequence an album, but Bernard was just so focused on the keyboards and the electronics that he wanted them to be separate. So the rock tracks are on one side and the keyboard tracks are on the other. I don't think it actually hurts the album, really. The idea is what hurts the album. You know, me telling you that little secret
is probably the thing that will go, oh. You know, most people listen to it and think, oh, that sounds great. But that's what happened. I mean, ironically, when we played Brotherhood, which was a real joy for me, I actually preferred the keyboard side. Go figure. How stupid bloody musicians are. La plupart du temps, on a passé un bon moment en enregistrant Brotherhood. C'est juste que Barney était tellement branché clavier que normalement dans un album on aurait fait des séquences, on aurait mixé finalement le côté rock et le côté électronique, mais lui il a voulu à tout prix qu'on sépare les morceaux rock des morceaux avec clavier. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté qui est complètement rock et puis l'autre qui est complètement électronique. Je ne trouve pas que ça gêne dans l'album. Ce qui gêne peut-être, c'est que je vous raconte le pourquoi c'était comme ça. Mais en fait, l'ironie veut que quand on a joué Brotherhood sur scène, finalement, moi ce que je préférais de loin, c'était les morceaux électroniques. Allez y comprendre quelque chose. Foutu musicien. Justement, on va écouter un morceau électronique extrait de Brotherhood, s'il vous plaît. Donc c'était Bizarre Love Triangle, donc qui est aussi avec Blue Monday peut-être un des morceaux les plus connus de New Order qu'on entend toujours actuellement et qui est enregistré sur Substance, donc Substance que vous pourrez voir en live le 28 octobre au Trianon. Et c'est vrai que sur Substance il y a des versions produites et réenregistrées avec des producteurs, et c'est vrai que hormis le travail qu'avait effectué Martin Annette sur les 2 premiers disques de Joy Division, enfin les 2 seuls albums studio de Joy Division et le premier album de New Order, qui malgré tout était un travail que Peter et Barney ne semblaient pas apprécier à l'époque. Les autres producteurs qui ont travaillé avec le groupe, hormis Arthur Baker peut-être, tu as toujours eu un avis un peu défavorable. Tu penses qu'ils ont brisé la bonne harmonie du groupe ? Well, I suppose the odd thing is that I'm very gregarious and also very protective of Joy Division and New Order's music. I am a great fan of both bands. So when someone comes along and goes, you know, I don't like that, I'm going, fuck off. You know, and you go, you can't do that, it's the producer. Fuck the producer. You know, we achieved so much ourselves, producing ourselves. And as I said before about Quincy Jones, what a wonderful compliment that was. I mean, in the end, when we got back together again, after the 3rd, 4th, 5th split, whichever it was, Bernard's reason for getting all the producers in that we used on Not Get Ready, Steve Osborne, on Waiting for the Siren's Call, was so that we didn't argue. We don't want to argue. I said, fuck that, make miles better music. Because with the producer, I felt that we were better than most of the producers that we hired to help us. Bon, alors le truc, c'est que je suis à la fois quelqu'un qui aime le groupe et je suis un vrai fan de Joy Division et de la musique de Joy Division et de la musique de New Order. Donc je me sens un grand besoin de protéger la qualité de cette musique. Et moi, je ne supporte pas qu'un type de l'extérieur se pointe et vienne dire non, mais ça, vous ne pouvez pas faire. Ça va pas. Je dis, va te faire foutre.
Et on me dit, non mais tu peux pas dire ça, c'est celui qui produit là. Eh bien, qu'il aille se faire foutre. J'ai toujours trouvé qu'on était 10 fois meilleur quand on se produisait nous-mêmes. Alors, quand on s'est remis ensemble, c'était peut-être après la 3e, 4e, 5e séparation, Barney a dit, bon non mais il nous faut un producteur, ne serait-ce que pour qu'on s'engueule pas. Et j'ai dit, ben là aussi, merde, si on s'engueule, n'empêche qu'on fait de la bien meilleure musique. Voilà. The irony was that for, God, 8 years, we'd fought like cat and dog, producing our own music, made it a fantastic hit all around the world. Then he decided that he didn't want us to fight, so he brought a load of producers in, and then we split up. Again. Évidemment, l'ironie, c'est que pendant 28 ans, on s'est autoproduit et on a fait une musique géniale qui a fait le tour du monde. Et puis au bout de 28 ans, parce qu'il ne voulait pas qu'on s'engueule, il a décidé que viendrait toute une série de producteurs, et c'est là qu'on se sépare définitivement. It was chaos. You know, we had a different producer for each different type of music, all dictated by Bernard. Oh, this track is a rock track, so we'll get a rock producer. This track is a rock and dance, so we need a rock and dance producer. This track is a dance, so we need a dance producer. You're like, oh, for fuck's sake. So there was all these guys turning up. None of them knew what they were fucking doing. They were all chances. You know, production is, you are the ultimate chancer as a producer. You've convinced someone that you can do it better than them. And they pay you a lot of money for that privilege as well, you know. And I thought, right the way through, unfortunately it coincided with my massive upsurge in alcoholism. So I was going around telling everyone to fuck off because I was pissed all the time. Enfin, il faut dire que c'était le chaos total, parce que on avait toute une série de types qui se pointaient pour produire, le tout naturellement dicté par Barney, et il décidait, ça c'est un morceau rock, donc il nous faut un producteur rock, ça c'est un morceau rock dance, il nous faut un producteur rock dance, ça c'est un morceau dance, il nous faut un producteur dance. C'était absolument n'importe quoi. Et moi, j'étais là à dire... Et il y avait toute cette série de types qui se pointaient, qui n'avaient pas la moindre idée du genre de musique qu'on faisait, et qui étaient là à nous dicter ce qu'on était censé faire. Et moi, j'étais là à dire, mais putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et il se trouve que ça a correspondu aussi à une augmentation massive de ma prise d'alcool. Et donc, je passais mon temps à tourner partout en hurlant des insanités à tout le monde. Et ça n'a pas arrangé les choses. The interesting thing was Steve Osborne, who was the producer of Get Ready, who'd done a fantastic job on Get Ready. And I must say that, as I say in the book, Bernard and I were never closer than we were when we did Get Ready. The two of us very much did it on our own with Steve Osborne. Fantastic, you know, coming back as we did after another split for that record felt fantastic. It really did, and we worked very hard, and Bernard was very buoyant through the recording process about how successful it was going to be and how wonderful it was going to be to work. When we finished the record, he wouldn't work. It's Bernard. He wouldn't play. He didn't want to play. I suppose he'd spent on the recording, so that was, you know... But Steve Osborne did a great job. It was very funny that when we came to do Waiting for the Siren's Call, Steve Osborne was brought in as one of the dance producers and then sacked, which was really sad. I felt really bad for him. And then we went on with all this chaos of all the producers. And then Bernard decided to get him back. So he came back, started working again, and then got sacked again. Twice. And he came to me and he said, I must be the only producer in the world that's been sacked off the same session twice. I was like, oh, God.
Je dois dire que Steve Osborne, qui a été le producteur de Get Ready, avec lui, on a vraiment très 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 bien bossé. Je crois que c'est le moment où Bernard et moi, on a été le plus proches. On a travaillé absolument en harmonie. Bernard était de super bonne humeur pendant tout le temps de l'enregistrement. Puis après, malheureusement, bizarrement, il n'a plus voulu bosser. Il n'a pas voulu jouer. Donc, ça a été ça. Puis après, on a commencé l'album d'après, et il y a eu toute cette série de types qui se sont pointés les uns après les autres. Alors, ils ont engagé Steve, il est revenu sur un morceau dance, puis il s'est fait virer. Bon, donc il est parti. Et quelques temps plus tard, toujours pour la même session, hein, on le rappelle, alors il revient, et il se refait virer. Il est venu me voir en disant « Je dois vraiment être le producteur, le seul producteur au monde qui s'est fait virer 2 fois sur la même session. » Et j'étais là, bon sang, mais où on va? Donc juste avant votre premier split, vous sortez Technique en 89, mais là non plus, il n'y a pas de morceau issu de Technique qu'on écoutera ce soir. Et là, on va juste écouter un court extrait du dernier morceau que tu as choisi pour cette session et que tu nous donnes ton avis dessus, parce que c'est pas forcément un choix très évident. Donc World in Motion, qui est sorti en single en 90 pour la Coupe du Monde en Italie, et qui était l'hymne de l'équipe d'Angleterre avec un clip incroyable. Et des interventions incroyables. Un très bon morceau, mais dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez enregistré ça? Et pourquoi tu as choisi ce morceau là-bas? I chose it, funnily enough, because I love singing it. Which is really weird because my son plays bass in the light, so I get to do the singing, and I've been really enjoying it. It was a very bad time, I have to say, for me from a drug point of view, but the stories about it, I think, are hilarious. The way God knows how we managed to do it. We were so off it. It was unbelievable. I mean, it didn't help the team much, sadly. Alors, je l'ai choisi parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup chanter. Ce qui est tout à fait étrange, et qui est même étrange pour moi, puisque dans The Light, c'est mon fils qui joue la basse, et donc je le chante. Et comme j'aime bien le chanter, voilà pourquoi je l'ai choisi. Alors, ça a été un moment où ça n'allait pas du tout. C'était une catastrophe du point de vue de la prise de drogue à cette époque. Et il faut reconnaître qu'on était tous complètement à l'ouest. C'est même miraculeux qu'on ait réussi à le sortir comme ça. Bernard had already announced that he was going off with Johnny Marr. So everybody felt a little bit weird. And we were all... I must admit, I didn't think we'd get back together then, because of the way it happened. It just wasn't nice. The only reason we did get back together was because we were told that we had to do a new record, otherwise the Hacienda would go bankrupt and Factory would go bankrupt. So in a typical New Order fashion, we'd just split up and we had to get back together again. Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, c'est le moment où Bud nous a annoncé qu'il partait avec Johnny Marr. Donc, puis ça s'est fait d'une manière qui était assez moche. Donc, tout ça allait vraiment pas bien du tout. Et donc, voilà, on se sépare. Et immédiatement, nous voilà obligés de refaire un disque ensemble, typique de la façon dont fonctionnait New Order. Le truc, c'est que la Hacienda
et la Factory risquait de faire banqueroute, donc il a fallu absolument qu'In Extremis, on fasse un disque. Donc voilà, on venait à peine de se séparer dans des conditions pas marrantes, et nous revoilà ensemble. I was very proud of the fact that we were asked to do it, and my biggest hope was that after it we would get the Eurovision Song Contest. Alors j'étais très content qu'on nous demande de le faire, et mon plus grand espoir, évidemment, était qu'après ça, on nous demande de faire l'Eurovision. So it was a very, I mean, you know, the interesting thing about doing the book is that it did show me how much we achieved as a group, despite the bickering, despite the arguing, despite the bad luck. And I'm very proud of New Order, very proud of Joy Division. You know, to change the world with one group is fantastic. To manage to change the world with two, unbelievable. You know, so I am very, very proud. And you know, my biggest regret, as you said, no pun intended, is that we have no relationship, because that is amazing. You know, it's an amazing thing to achieve. And I don't know, maybe I'm waiting for this, or maybe we're all waiting for some sign. You know, if Kim Jong-un had sent us one, maybe. Maybe that would be the thing that would get New Order back together again. Oh, come on. Oui, enfin, le truc qui est vraiment formidable pour moi d'avoir écrit ce bouquin, c'est que ça m'a fait comprendre quand même tout ce qu'on avait réussi à faire et à quel point on avait bien réussi, quoi. Malgré les engueulades, malgré toutes les escarmouches, malgré toutes les disputes, qu'on ait réussi à faire ça, c'est quand même incroyable. Changer le monde avec un groupe, c'est déjà quelque chose. Le changer avec deux, c'est quand même génial d'avoir pu vivre ça. Et ma foi, peut-être que je suis en train, comme on l'est tous là, hein, en train de... je sais pas, d'attendre un signe, et si Kim Jong-un nous en envoyait un, peut-être que voilà, on se remettrait ensemble, allez savoir. A journalist asked me today, actually, if I felt cleansed by it, but I can only say that, judging by the width, I must have been very dirty. Un journaliste m'a demandé, pas plus tard qu'aujourd'hui, si je me sentais purifiée, lavée, d'avoir écrit ce livre. Ben, quand on voit la taille, je devais être drôlement sale. Juste un dernier petit commentaire, parce qu'après vous allez pouvoir rencontrer Peter Hook pour une petite séance de dédicace. Donc dans le livre, justement, tu parles de Rob Gretton, votre manager historique, qui est disparu aujourd'hui, et qui, à l'époque, disait « Mais vous verrez, dans 15 ans, dans 20 ans ou 25 ans, vous serez énorme. » Donc qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui quand tu vois tous les t-shirts de No Pleasure, quand tu vois que des gamins écoutent Bizarre Love Triangle? Tu te dis qu'il avait finalement raison? You know, great music lasts forever. From Dizzy Gillespie, Jaco Pastorius, Jimi Hendrix, Joy Division, all the J's. Wow. So that doesn't surprise me. I mean, you know, in 2010, Ian Curtis had not been with us for 30 years. And I thought that it was a great shame that his compatriots never celebrated his life or his life's work. I had no relationship with the others, so I decided, which is what caused all the trouble in New Order, to celebrate Ian, his life and his work. We got to some amazing places, and we still go to some amazing places playing Joy Division. And the wildest was when we did a gig in Mexico City. And they had 7,000 young Mexican people going nuts to Joy Division. And I was like, oh my God. And, you know, again, I think it's a wonderful compliment to all the members of Joy Division that you've achieved something
and we're up there with the Doors, with Jimi Hendrix, as being one of those groups that people always look to and young people can tune into. You know, it really is a fantastic compliment. I remember when my daughter went to university, and you know when they all meet on the first day and they're putting the stuff in the rooms, she was next door to a young Irish girl, 18, and the young Irish girl got a poster out of a bag and stuck it on the wall with blue tack, and it was Unknown Pleasures. And my daughter went, my dad was in that band. And she went, so, you know, that is what is wonderful about being able to play the music, you know. Bernard and Stephen didn't want to play Joy Division, so I couldn't have played it with them, so I had to play it without them. You know, now, fuck me, they play Joy Division. Fuck you know. Groups. Je crois que la grande musique vit et vivra toujours. Bon, je vais être obligée de résumer tout ce qui a été dit plutôt que de traduire véritablement. Mais bon, essentiellement, en 2010, Ian Curtis, ça faisait 30 ans que Ian Curtis était mort. Et j'ai trouvé absolument effrayant que pas un seul de ses compatriotes n'ait l'idée de célébrer sa vie, son œuvre, et de lui rendre hommage. Et c'est pour ça que moi, je me suis mis à, et c'est ça qui a créé tout le problème, je me suis mis à jouer du Joy Division. Et il y avait tous ces gamins, tous ces jeunes qui trouvaient ça absolument, absolument génial. J'ai continué pour la même raison, pour continuer à célébrer la vie et l'œuvre de Ian Curtis. Et un des moments les plus absolument géniaux, c'est quand, au Mexique, on s'est retrouvé à Mexico, on s'est retrouvé devant un public de 7000 jeunes Mexicains qui étaient là à devenir complètement dingues sur des musiques de Joy Division. C'est ça la chose absolument extraordinaire et le compliment le plus extraordinaire qu'on puisse faire à notre groupe, qui soit là-haut, quoi, avec Jimi Hendrix, avec les Doors, à toujours faire que les gamins sont là, ils font référence, s'imprègnent de cette musique et continuent à y trouver du sens. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez génial. Et c'est évidemment ce qu'on m'a reproché. Et Bernard et Steve ne voulaient pas et ne jouaient pas du Joy Division. Et maintenant, eh ben voilà, ils le jouent. Donc voilà, allez comprendre quelque chose. Merci Peter Hook pour cette interview. Et on vous invite à rencontrer Peter après pour faire dédicacer des livres, des disques ou ce que vous voulez, des manches de basse. Are we doing?